Amis auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de notre programme. À dire la vérité, je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui après tant de jours. Et malheureusement, je serai aujourd'hui seul puisque l'équipe n'est pas là, avec beaucoup d'excuses d'ailleurs pour des raisons valables. L'équipe ne sera pas au complet aujourd'hui, mais soyez sûrs que nous allons passer de bons moments ensemble dans dialogue avec. Et nous saluons tous ceux qui nous suivent à travers notamment notre site YouTube, disons, et puis à travers aussi Instagram, à travers Facebook. C'est avec joie que nous allons passer ces moments ensemble. Vous avez vu dans les annonces, ça sera un grand plaisir aujourd'hui pour nous de recevoir Madame Charoufa, Mélissa Amissi, c'est son nom, et que vous voyez tout de suite là. Alors, bonsoir, Madame Charoufa Amissi. Bonsoir, bonsoir tout le monde et merci de me recevoir chez vous. Donc, c'est un grand plaisir, évidemment, de vous recevoir, Madame Mélissa Charoufa. Vous préférez qu'on se limite là ou bien qu'on ajoute aussi Amissi, puisque vous avez aussi le nom de Amissi? Non, généralement, je préfère qu'on s'arrête à Charoufam ici, c'est suffisant. Voilà. Donc, Mélissa, Amissi, c'est un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. D'habitude, nous laissons l'opportunité à notre invité de se présenter elle-même ou lui-même. Mais ceux qui sont sur les réseaux connaissent déjà bien le nom de. On connaît très peu son prénom, on connaît plutôt le nom de Charoufa, qui est un nom si connu. Et ça ne vous rappelle pas aussi une autre Charoufa qui a été fameuse? Oui, très souvent, on pense qu'on est de la même famille, mais non. Donc, Contrairement oui. à la Il dame, n'y a, aucun lien. aucun lien. Contrairement à elle, elle, c'était un sobriquet. Moi, c'est vraiment on va Le dire mon nom, deuxième prénom. c'est vraiment donc le nom de famille. Tant mieux alors. Alors, Madame Mélissa Charoufa, nous allons vous découvrir d'abord un tout petit peu. Parlez-nous brièvement. On ne parle pas de date de naissance ou de quoi, mais un peu brièvement, en faisant allusion, évidemment, à votre formation, puisque vous avez étudié, j'ai vu votre CV, vous avez un grand parcours d'études et parler rapidement de ça. Et puis alors, nous allons aussi après parler de votre parcours du travail. Et bien, les gros morceaux aujourd'hui, hein, c'est moi qui vais orienter l'émission dans ce sens-là. Ça sera surtout la fondation Bomoko, puisque c'est très important pour la société et pour nous. Alors, vous avez la parole, parlez-nous un peu brièvement de vous d'abord, parcours d'études. D'accord. Mon nom est Charoufa Amissi. Je me définis comme une femme porteuse de solutions et multipotentielle. Si je dois être un peu plus brève, je suis présidente de la Fondation Bomoko qui existe depuis 2017 et qui œuvre dans la lutte contre les cancers en RDC, mon pays. Mais je suis également entrepreneur. Donc, je vends de la semoule de maïs et de la farine de manioc. Je suis également un agent, un cadre dans une entreprise publique en RDC, dans le secteur minier, mais également je suis mère et femme au foyer. Donc, mon parcours estudiantin, c'est que je suis détentrice d'un master 2 en communication de l'École européenne de communication de la Belgique, mais également détentrice d'une licence en finance et développement de l'Université catholique du Congo. J'ai plusieurs certificats de formation, notamment en passation des marchés publics, en informatique avancée et en anglais professionnel. Donc, c'est un peu ça, en résumé. Mhm. Est-ce que vous n'avez pas essayé un peu de trop abréger? Évidemment, vous avez commencé déjà par la profession
Et puis, vous avez parlé des études. Évidemment, pour faire tout ce que vous êtes en train de faire, il faut d'abord bien étudier pour le faire. Mais vous avez souligné un aspect là. Ça vous intéresse aussi l'agriculture, puisque vous avez dit que vous vendez du maïs. Oui, c'est ça. Oui, je Oui, suis très mais racontez intéressée un peu par. ça, comme ça, on en parle un peu au début comme Oui, ça. je suis très intéressée par l'agriculture. J'ai eu des débuts assez très difficiles parce que je crois que la plupart des Quinois comme moi, une fois qu'ils se lancent dans ce business, on se retrouve très souvent buté à des réalités qu'on ne prévoit pas et des réalités qui nous tombent un peu dessus. Je crois que j'étais victime d'escroquerie. Mon premier investissement était un achat de 10 hectares à Maluku, qui s'est avéré finalement être des espaces vendus à plusieurs personnes. Voilà, on s'est lancé dans des guéguerres un peu au niveau de la justice et j'ai perdu ces 10 hectares. Et là, on est en 2020 et finalement en 2022, vu que c'était un secteur qui me tient vraiment à cœur, j'ai changé au fait mon business plan pour plutôt m'orienter vers l'achat des matières premières auprès des dames, des mamans maraîchères, pour pouvoir les transformer, les emballer et les revendre. Et je pense que cette façon de faire m'évite un peu ce stress-là de gérer des propriétés dans ces localités qui sont généralement à problème. Donc, depuis 2022, on existe, on distribue dans pas mal d'alimentation. Plusieurs familles nous font confiance mensuellement en achetant nos farines, en achetant nos semoules. Et ça va, tout se porte bien. Là, je crois que je vous ai perdu, je n'écoute pas. Non, pardon, c'est de ma faute, c'est de Oui. ma faute. Et heureusement que vous avez été réactif comme ça. Alors, j'ai dit, vous avez plusieurs casquettes, hein, même en regardant un peu votre CV. Comment est-ce que vous arrivez à gérer votre temps? Quel est un peu l'emploi type de votre journée? Alors, je suis quelqu'un qui se réveille déjà très tôt et je m'appuie sur mes équipes. Donc, vu que j'ai un œil un peu sur tout ce que je fais, avant de pouvoir confier une quelconque tâche ou une quelconque mission à quelqu'un, je m'assure d'abord de moi-même maîtriser ce dont il s'agit. Et voilà, j'ai des bonnes équipes. J'ai 2 assistants qui me permettent de suivre mon programme, de respecter mes agendas et de répondre à différents rendez-vous. J'ai un financier et j'ai plusieurs conseillers qui sont entre autres, soit des membres de famille ou des proches, à qui je confie certaines missions spécifiques. Donc rien de bien magique. J'ai plutôt une très bonne équipe qui Et m'accompagne voilà, et justement, quand on parle d'équipe, et je crois qu'on on va en parler un peu dans tout ce que vous faites là, euh, ça signifie que comme vous avez plusieurs casquettes, chaque activité, par exemple l'histoire de maïs et consorts de l'agriculture, il y a une équipe spéciale et qui oui, est différente de l'équipe de de la Bomo, fondation. Exactement. si j'ai bien compris. Oui, Oui, c'est bien ça. et vous êtes donc, comment est-ce qu'il faut appeler ça, puisque, la DG, la PDG de tout ça ou quoi? Oui, on peut dire PDG, on peut dire gérante, visionnaire. Je suis pas trop dans les titres, donc je dirais gérante. Mhm, mhm. Oui. Nous passons maintenant à ce qui est très important. Et vous mettez même ça hein, par rapport à toutes les autres activités que vous avez mentionnées. Vous parlez plus, ou vous faites connaître plus cette activité de la Fondation Bomoko. Bon. Alors, comment, puisque ça me frappe quand même, hein, c'est une petite curiosité. Qu'est-ce qui vous a poussé ça, à avoir cette vision, puisque dans les descriptifs de la Fondation Bomoko, vous parlez de cette vision de faire du combat contre le cancer une véritable priorité nationale. Alors, qu'est-ce qui vous a en fait poussé à,
à créer cette fondation? Il y a quelque chose qui vous a frappé, vous-même, vous avez fait l'expérience, des amis, ainsi de suite, puisque souvent ça part des expériences pareilles. Oui, mon histoire avec la Fondation Bomoko est née d'une expérience une expérience triste, malheureuse, qui est liée à des cas de décès dans ma famille. Au fait, en 2016, j'ai perdu deux proches en l'espace de 4 mois, des cancers non diagnostiqués, et nous étions tous dans une hypothèse de sorcellerie, malheureusement. On était tous convaincus que la famille était frappée d'une sorte de malédiction ou d'un règlement de compte spirituel. Et c'est peu après, avec le temps, que, avec les discussions qu'on a eues avec les médecins traitants et en observant les symptômes et la manière dont ces membres de famille vivaient leurs derniers jours, qu'on est arrivé au diagnostic d'un cancer. Et de cette expérience très triste et bouleversante, je me suis, au fait, mise à la place de toutes celles et ceux qui traversent cette épreuve sans savoir de quoi il s'agit, au fait. Parce que lorsque vous vivez avec un malade qui souffre de cancer, à un moment, vous vous retrouvez épuisé vraiment dans tous les aspects, hein, financiers, émotionnels, même spirituellement. Vous avez l'impression que vous priez et que le bon Dieu ne vous écoute pas, et vous avez en face de vous un malade qui ne cesse de souffrir et dont la santé se dégrade chaque jour, sous vos regards impuissants, même quand vous avez des moyens pour faire soigner. Bon, quand il est déjà à un stade assez avancé, on ne sait plus rien faire. Alors, je dirais que j'ai tourné cette douleur en une mission de vie. D'ailleurs, je pense que je parle plus de la Fondation Bomoko que d'autres choses que je fais à côté, parce que je dirais que ça a été un point tournant dans ma vie. Au fait, essayer de comprendre ce qui m'est arrivé et transformer cela en une mission humanitaire, essayer de trouver les mots, organiser une structure, engager des gens, avoir un plan bien défini sur les années. Ça m'a même poussé personnellement à poursuivre certaines formations comme le master en communication que j'ai dû obtenir juste après cette expérience pour pouvoir mieux exprimer ma Mhm. douleur et pas simplement parler avec beaucoup d'émotion, mais avoir une structure dans mon discours, avoir un plan, savoir comment organiser des équipes. Donc je dirais que de cette expérience triste, malheureuse, est sortie une mission de vie. Donc, moi, je me définis par là comme porteuse de solutions, pas seulement dans la santé, mais même dans le day-to-day, comme on dit. Parce que le cancer, c'est pas une maladie uniquement qui attaque la santé physique. C'est plusieurs aspects, et c'est vraiment, on va dire, une maladie un peu transversale qui concerne tout ce qu'on est, au fait, notre environnement, notre style de vie, euh, ce que l'on mange, comment est-ce qu'on interagit, même la relation avec le médecin. Donc, c'est un ensemble, au fait. Et c'est une maladie qui nous concerne tous, Mhm. puisque avec la modernité et toute la technologie et le train de vie mondial qui est de plus en plus demandant, en fait, en termes de productivité, l'être humain est beaucoup plus stressé qu'avant, mange mal, il y a la sédentarité. Bref, c'est tout ça qui a constitué un peu ce Mhm. combat. Et aujourd'hui, je suis... Le point de départ ou le starting point. Oui, Et alors, on a une idée comme ça, hein, de s'occuper de- des cas de cancer. Mais tout d'un coup, même si vous dites que vous avez suivi une information, c'est un cas qui concerne plus des spécialistes, des médecins, des hôpitaux, et exactement. ainsi de suite. Alors, comment vous avez pu maintenant, en ayant l'idée de la fondation Bomoko, d'abord, le point de départ. Vous avez Oui, l'idée, vous avez vécu l'expérience avec certains membres de famille et vous vous lancez. Et c'est un peu ces départs-là qu'il faut nous expliquer d'abord avant d'aborder oui, d'autres aspects. oui. Le départ, donc tout est parti de... Donc au-delà de cette douleur, j'en ai parlé premièrement à ma mère. Je lui ai fait savoir que je pense, en tout cas,
que cette douleur a changé quelque chose en moi et je me sens prête à affronter ou à lutter contre le cancer. Évidemment, la première réaction, c'est: mais tu n'es pas médecin. Comment tu vas lutter contre une maladie que toi-même, tu ne sais même pas expliquer médicalement parlant? Et je lui dis: non, lutter contre une maladie ou être en première ligne pour une mission humanitaire ne nécessite pas forcément d'être de formation médicale ou d'être de formation sociologue. Non, il suffit d'avoir un plan. On parle du cancer, ça veut dire que premièrement, je dois d'abord m'approcher euh, des médecins. Je dois d'abord comprendre c'est quoi le cancer, moi d'abord en tant que visionnaire, et comprendre pourquoi est-ce que le corps médical, les médecins, n'arrivent pas à en parler, à vulgariser. Et c'est là que j'ai compris que les médecins se limitent à traiter le corps. C'est que la lutte contre le cancer, c'est pas réservé qu'au corps médical. Ils ont besoin de plusieurs domaines pour pouvoir, au fait, on a besoin de plusieurs domaines, plusieurs expertises et expériences pour pouvoir mettre en place un écosystème de lutte contre une maladie. Parce que cela implique un contact humain. Cela implique l'organisation d'une structure. Cela implique également la recherche des partenariats. Cela implique communiquer pour pouvoir attirer des bénévoles, des donateurs, aller vers les malades, adopter une certaine aptitude pour pouvoir convaincre les gens à vous faire confiance. Et tout ça, j'ai mis ça sur papier. Au fait, je prenais toutes les questions que ma mère me lançait comme ça, pêle-mêle, et j'y réfléchissais parce que là, on est en 2016 et la fondation a vu le jour en mai 2017. Donc, j'ai quand même pris le temps de vraiment parcourir mon entourage, parler, poser des questions, faire un peu un sondage dans l'informel pour un peu collecter, voilà, les différentes failles qui font que en RDC, la lutte contre le cancer n'était pas tellement une priorité nationale. Donc, il n'y Et avait c'est là pas que beaucoup de sensibilisation. non, il n'y avait pas de sensibilisation et les gens ne s'en occupaient vraiment pas parce qu'on se disait, Mhm, bon, le mhm, cancer coûte déjà cher. Le mhm, dépistage n'est pas une chose facile. On n'a pas le système de mutuelle, d'assurance. Et mhm, le traitement, il est quasi, en tout cas à l'époque, il était quasi inexistant. Donc, c'était peut-être un centre par-ci, par-là et c'était mhm, pas assez connu. C'est là que je crée une structure et je me dis, je vais me baser sur l'information d'abord. mhm. Donc, chercher les médecins qui seront nos bénévoles pour nous accompagner et expliquer la maladie de manière très simple à différentes couches de notre population. Ensuite, j'avais un plan dans ma tête. Je me disais que au-delà de l'information, il faudrait que les personnes sensibilisées soient dirigées vers des centres pour le dépistage. Et pour ça, comme je n'avais pas encore de centre, j'ai approché les hôpitaux et je leur ai parlé vraiment à cœur ouvert. Je leur ai expliqué la vision. Je leur ai dit, moi, j'ai perdu des proches parce qu'on a diagnostiqué en retard. On n'était pas sensibilisés et je suis sûre que même si on était sensibilisés, je ne sais pas là où on serait parti pour faire les examens. Donc, est-ce que vous pouvez signer un contrat avec nous, la Fondation, de sorte à ce que tous les malades qui viendront par notre structure viennent auprès de votre centre, mais à un coût réduit? Et à ma grande surprise, plusieurs centres ont adhéré à cette vision parce qu'ils se disaient, OK, autant mieux dépister les gens, vu que c'est pas quelque chose que les gens font régulièrement, c'est pas dans notre culture congolaise de Mhm, se faire dépister quand tout va bien ou bien quand on atteint un certain âge. Madame, mhm. on vous fait confiance. Donc, Et les là, gens font rarement le bilan de santé. oui, rarement. Au fait, on va à l'hôpital quand on va très mal. Et Mhm, vous allez le remarquer, on a une culture réactive, on n'est pas du tout dans la prévention. mhm, Or, ce qui constitue même le cœur de la lutte contre le cancer à l'extérieur, c'est la prévention. C'est qu'on sait qu'à partir d'un certain âge, votre mutuelle vous prend en charge pour des examens de dépistage, que ce soit pour le col de l'utérus, la prostate et qu'on sort. Et c'est gratuit et on vous rappelle. Et ce n'est pas le cas dans notre pays. Alors, une fois que j'ai signé ces contrats avec ces hôpitaux, j'avais un langage beaucoup plus crédible, c'est-à-dire je vous emmène des médecins. et là c'était avoir déjà obtenu la légalisation de la fondation.
Exactement, j'ai fait toutes les démarches, hein. Donc, la rédaction, des statuts, il fallait les notarier, s'inscrire au niveau du ministère de la santé comme structure œuvrant dans le secteur de la santé. J'ai obtenu plusieurs documents. Je pense que j'ai pas toute la liste en tête, mais c'était quand même plusieurs documents. Il fallait avoir un numéro d'impôt, il fallait être en ordre avec l'État. Donc, une fois que j'avais ces contrats avec, ces hôpitaux, c'était plus simple pour moi d'aller vers les mamans maraîchères, dans la prison de Makala, dans les églises, dans les écoles, dans les entreprises, emmener les médecins parler du cancer. D'abord, moi, je parle de mon expérience. Mhm. Pourquoi est-ce que j'ai créé la structure? Je vous présente le médecin qui va vous parler d'un type de cancer X. Et ensuite, si vous vous retrouvez dans les symptômes, ou bien si vous vous retrouvez dans le cas des personnes qui ont déjà vécu le cancer en famille, venez vous faire dépister si vous avez atteint tel âge. Et pour les jeunes filles, faites-vous autopalper. Faites l'autopalpation qui est un signe, un geste très simple à faire à la maison. Et là, les gens vous prennent au sérieux. Ils se disent, OK, si la jeune dame vient avec une proposition de dépistage à moindre coût dans les grands centres de notre ville, c'est qu'il y a quand même du sérieux. Et c'est par là que nous avons grandi en crédibilité, nous avons grandi dans notre plaidoyer. Et je crois qu'on a inspiré beaucoup d'autres structures qui sont nées après. Parce que vous allez remarquer que plusieurs structures maintenant ont le même schéma. C'est-à-dire on Mhm. sensibilise et on vous emmène vers les centres qui vous dépistent à moindre coût, voire gratuitement. Oui, oui, Madame Charoufa, avant que ça m'échappe, Oui, en regardant un peu les réseaux sociaux, je remarque effectivement que s'il y a une sensibilisation qui est plus ample et plus connue, c'est effectivement la sensibilisation pour le problème des cancers des seins. oui. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une façon de faire croire qu'il n'y avait que le problème des cancers des seins alors qu'il y a plusieurs dimensions que vous avez essayé d'énumérer là? Oui, au fait, le cancer du sein vient très souvent parce que il est le deuxième cancer qui tue le plus les femmes dans le monde. Dans notre pays, malheureusement, nous n'avons pas encore les statistiques nationales. Les chiffres que vous voyez généralement concernant la RDC sont des chiffres approximatifs et qui sont estimés sur une base régionale. Donc, on prend le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, tous ces pays voisins et on estime que, OK, la RDC peut avoir tel nombre de cas ou l'incidence de cancer du sein. Mais aussi parce que le cancer du sein peut aussi toucher les femmes qui ont moins de 35 ans, contrairement à d'autres types de cancers qui sont étroitement liés à l'âge, comme par exemple le cancer du col de l'utérus, qui est le cancer numéro un qui tue les femmes, qui touche à partir de 35, 40 ans et au-delà. Mais les cancers de sein, par exemple, d'expérience, nous avons eu des jeunes filles de 14 ans qui l'ont eu et qui ne savaient pas quoi faire. Et elles Mhm. se disaient que c'était peut-être un cas spirituel. Et quand on tombe dans ces suppositions, la femme est prête à tout pour être guérie rapidement. Elle va Mhm. vers les praticiens qui lui prescrivent parfois des pratiques qui ne sont pas du tout recommandées, comme mettre de l'ail dans le sein, mettre des épices carrément. Et donc, quand on parle plus du cancer du sein, c'est parce que une fois que la jeune fille voit ses règles, elle est automatiquement éligible à faire de l'autopalpation. Et une fois qu'elle inculque ça dès le bas âge, ça peut lui éviter un cancer en étant un peu plus âgé. Et vu que c'est un cancer qui est facilement traitable lorsqu'il est détecté précocement, on en parle plus facilement et c'est beaucoup plus vulgarisé. D'ailleurs, il y a le mois d'octobre rose pour ça. Et donc, on voit que même mondialement, la prise en compte de ce type de cancer est très élevée. N'empêche que le cancer touche tous les organes, mais à des incidences très, très différentes et à des Mhm. fréquences vraiment très, très Mhm. éloignées. Oui, oui, revenons maintenant à la Fondation Bomoko. Alors, vous avez commencé d'abord à sensibiliser les gens, à contacter les médecins, ainsi de suite. Maintenant, vous avez créé la Fondation avec tous les papiers en ordre, ainsi de suite. Et alors,
pour le moment, vous avez aussi des endroits fixes ou bien des centres où les gens peuvent venir et vous inviter, par exemple, les Oui, médecins pour venir consulter les gens. Comment oui. expliquer un peu ça? Aujourd'hui, depuis 2022, nous avons un centre médical. Et c'est pas encore, j'ai pas encore atteint vraiment mes objectifs, mais c'est un très grand pas. On a un centre médical qui existe depuis 2022, qui est situé à Kalamu, plein cœur de Kinshasa, à Matongé, non loin de la commune. Un centre aujourd'hui qui est fonctionnel, qui reçoit plusieurs malades. Aujourd'hui, on a enregistré déjà plus de, en tout cas en termes généraux, depuis 8 ans, on a suivi plus de 7800 cas de cancer, mais dans le centre spécifiquement, on a dépassé la barre de 2500 personnes qu'on a suivies. Alors, dans ce centre, pour l'instant, il est encore autofinancé par nous-mêmes. Nous sommes en plein pour parler avec 2 bailleurs de fonds qui, j'espère, à partir de l'année prochaine, vont pouvoir nous équiper en matériel de dépistage avancé et également en traitement anticancéreux qui peuvent nous aider à offrir maintenant les dépistages et le traitement gratuitement, vu que depuis 2020, la RDC a signé un contrat de partenariat avec Roche et qui offre déjà cette possibilité-là de dépistage gratuit dans certains centres Mhm, spécifiques. Donc, vous mhm, voyez, c'est vraiment une histoire de vie. On est passé vraiment, on est parti de très petits à des partenariats avec des centres, aujourd'hui avec un centre propre à nous. Et mhm, demain, l'idée, c'est de pouvoir transformer cette aventure et l'implanter dans différentes provinces. Parce que quand on parle de lutte contre le cancer, malheureusement, on voit plus Kinshasa, un peu Lubumbashi et mhm. Kolwezi qui commence un peu à suivre le pas, et Goma, donc Mais la partie de nous l'Est. allons Oui, oui. aborder ces points de l'expansion un peu de votre fondation, mais parlons d'abord des cas concrets. Alors, là, c'est seulement un centre ou bien c'est comme on peut ajouter, bon, c'est la fondation évidemment Bomoko, c'est un centre hospitalier. C'est Mhm, un centre médical, mais nous sommes en pleine construction d'un espace qui sera réservé uniquement pour un suivi psychologique. mhm, Parce qu'on s'est rendu compte que les malades vont plus souvent se confier à l'Église, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais nous voudrions quand même intégrer cet aspect de santé mentale dans le suivi médical des patients. mhm, mhm. Alors, le fonctionnement maintenant un peu disons, de la fondation, mais on parle de ces centres-là. Comment ça fonctionne? Il y a une équipe qui est là en permanence tous les Oui, jours pour accueillir les gens. Combien de gens et comment est-ce que vous arrivez aussi hein, à gérer ces personnels? oui, le centre est un centre médical typique, hein. Donc, il y a une réception, il y a des médecins généralistes. Nous avons d'autres spécialistes, notamment les gynécologues, l'ophtalmologue, ceux qui s'occupent aussi de la kinésithérapie, et également un consultant cancérologue, le docteur Wilfred Lokonga, qui est parmi les 4 ou 5 oncologues que nous avons en RDC, Mhm, malheureusement. La fréquence journalière, bon, c'est plus les examens de malaria qui reviennent souvent, les cas de fièvre typhoïde, les opérations, les accouchements non, non, et non, les cas de... mais comment? Donc, ce n'est pas seulement un centre pour le dépistage de cancer, mais c'est un Non, centre non, non, carrément. non, c'est un centre médical. Ah, ok, ok. C'est vraiment un centre médical organisé comme tout centre médical, vraiment Mhm, typique à mhm. Mais Kinshasa, qui appartient sauf à la que fondation. qui appartient à la fondation et qui s'appelle Centre médical Bomoko. Mhm, mhm, Et mhm, à côté de ça, nous avons le dépistage de cancer. mhm, mhm. Et Donc, les- et l'équipe qui est là, c'est constitué de médecins, des gens qui ont fait les sciences infirmières, et ainsi de suite. oui, Bon. bien sûr, nous avons des contrôles. On ne peut pas engager des personnes qui ne sont pas du tout Mhm, 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 certifiées. Donc, on a tous les documents, on est agréé, reconnu dans la zone de santé de Kalamu. Nous mhm, recevons même des vaccins pour les enfants. Donc, c'est mhm. vraiment un centre médical typique.
Mais Mais ça nécessite aussi évidemment des psychologues, hein, puisque comme vous avez dit, les gens qui oui, préfèrent plutôt aller chez, disons, dans les églises, et dans des cas oui, comme ça aussi, vous avez besoin de psychologues pour aider les oui. gens. Oui, oui. Oui, oui, nous sommes dans les pourparlers avec une équipe de psychologues pour qu'ils soient nos consultants. Et pour ça, il faut qu'on aménage justement des locaux spécifiques pour ça, parce qu'ils nous ont donné leurs conditions. Ils ne peuvent pas recevoir les malades dans un local qui est aménagé pour un gynécologue, par exemple. Donc, ils ont exigé un certain aménagement de deux locaux que nous sommes en train de finaliser. Donc, je dirais que dès l'année prochaine, nous mettrons un accent sur ça. Et il n'y a pas de concurrence avec les autres centres, par exemple, pour dire que ben voilà, c'est une fondation qui vient un peu prendre le dessus sur nous, ainsi de suite, et que peut-être Euh, que votre centre est mieux organisé, et ainsi de suite. Et dans ce euh, sens-là, il n'y a pas un peu de bon, jalousie. moi, je dirais pas, moi, je ne parlerai pas en termes de concurrence. Hmm. Je dirais plutôt qu'il y a plusieurs centres maintenant qui intègrent la notion enfin, la spécialisation en dépistage de cancer. Et honnêtement, ça nous encourage parce que Kinshasa est quand même, est quand même plein de malades de cancer et on ne peut pas avoir la prétention de pouvoir tous les accompagner, que ce soit au dépistage ou en traitement. Et par là, je cite par exemple le Centre Nganda, aujourd'hui qui offre des dépistages gratuits et des traitements gratuits, justement grâce au partenariat avec Roche, que Roche a avec la RDC au fait. Mhm. Et c'est ce réseau-là euh, qui est au cœur au fait de nos discussions actuellement, pour que l'on puisse aussi intégrer ce réseau de centres, notamment le centre Biamba Marie Mutombo, le centre hospitalier Montcollet, le centre Nganda, Mama Yemo, qui bénéficient de ce partenariat gouvernemental qui permet d'offrir des dépistages gratuits et des traitements anticancéreux. Donc, je ne parlerai pas de concurrence, je dirais plutôt il y a une forte implication maintenant des différents centres et cela nous réjouit particulièrement parce que lorsque les malades arrivent en grande quantité, c'est quand même très frustrant de savoir qu'on ne peut pas les aider ou les assister. Mhm. 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 Voilà. Euh, Alors, vous avez déjà commencé à en parler, que votre finalité n'est pas seulement Kinshasa, même si en soi, Kinshasa, c'est déjà tout un pays, hein, qui a plus de 15 millions. On parle de Oui. plus de 15 millions, c'est déjà énorme. Et vous pensez aussi à des provinces dans votre disons, description de la Fondation Bomoko, vous avez dit que vous avez déjà mené dans 4 des 26 provinces, ce n'est même pas encore un quart. Vous avez déjà quand même mené des campagnes de sensibilisation. Est-ce que vous pensez qu'avec le temps, ça va s'agrandir et couvrir, euh, Oui, disons, oui. toutes les provinces de la République démocratique du Congo? Toutes les provinces, c'est vraiment mon idéal. Oui. Mais si je dois me projeter sur les 5 et 10 prochaines années, je dirais qu'on peut atteindre jusqu'à plus de 10 provinces au moins. Pourquoi? Parce que c'est en signant des partenariats avec des structures existantes, parce que de plus en plus, il existe maintenant des structures qui se basent sur l'information, la sensibilisation sur les cancers, et ils utilisent pratiquement le même schéma qu'on avait à nos débuts, donc faciliter le contact malade et centres de santé. Je me dis que si on arrive à capter toutes ces associations ou toutes ces structures et faire des partenariats euh, où on peut ensemble réunir nos forces et parler d'une même voix, je pense que oui, on peut atteindre cet objectif. Mais moi, pour moi, je me dis avec l'ambition que j'ai, j'aimerais aller un peu plus loin. Pourquoi ne pas équiper certains centres qui existent déjà de certains matériels de dépistage? Parce que la finalité, c'est de dépister, de traiter.
pas simplement informer. Parce qu'informer un malade qu'il est malade sans lui proposer une solution, je pense que c'est le tuer 2 fois. Et nous avons besoin des malades qui se sentent rassurés des traitements qu'ils vont recevoir, rassurés du diagnostic, qu'il n'y ait pas un certain tâtonnement, parce que c'est ça aussi qui nous tue, c'est que il y a comme un parcours un peu fatigant du malade qui se retrouve balancé entre plusieurs diagnostics et au final on tombe sur un cancer qui est arrivé à un stade très avancé et je pense que ça tue plus que poursuivre un traitement de chimiothérapie ou de radiothérapie. Mhm. Voilà. Alors, une fondation, c'est un peu comme une ASBL, donc vous ne poursuivez pas de but lucratif, mais Oui. quand même pour travailler, pour avoir une structure pareille, il faut, disons, le cheval de Faut des bataille, fonds. des fonds d'argent. Et alors, parlons un peu de Oui. finances, de la Ah, fondation Bomoko, puisque c'est important quand même. c'est Sinon, très important. Sinon, la fondation ne vit pas. Alors, c'est pour ça que je travaille. C'est l'une des raisons pour laquelle je suis employée à temps plein dans l'entreprise publique, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle je suis entrepreneur, donc j'arrive à générer des revenus qui font que pas la totalité ni la moitié est versée dans la cause, mais dont les moyens me permettent de survivre. En tout cas, maintenir le centre à un certain niveau. Le centre arrive à générer des revenus pour payer les différentes charges liées à son fonctionnement, mais tout ce qui est campagne, de sensibilisation, passage à la télé, voyage pour répondre à mais différentes. il faut pas dire ça, les gens vont croire que vous m'avez donné de l'argent pour passer Non, ça. c'est ça que j'allais dire. J'allais dire, il y a généralement des personnes comme vous, des initiatives comme vous, où on ne paye rien. C'est très encourageant parce que malheureusement, certains de nos médias, au niveau local demandent ou bien exigent un certain montant pour pouvoir faire passer son message. Donc vous voyez tous ces frais-là, parfois même pour aider le malade à des examens spécifiques qui ne sont pas, qui ne sont pas faits dans notre centre, il faut débourser un peu de son argent. C'est mon argent, en fait, qui finance la grande partie de nos activités, mais Mhm. nous avons aussi des Et pour payer donateurs. aussi le personnel. Non, le personnel au niveau du centre, le centre génère des revenus quand même. Ah, C'est ok. pas gratuit. Donc Ah, la consultation n'est pas gratuite. On et paye la voilà. consultation, on paye les examens, on paye les spécialistes. Donc le centre, au moins, on a créé, c'est vrai que c'est vraiment moins cher, la consultation et tout ce qui va avec, mais ça permet de générer des revenus qui payent les charges du centre. Oui, alors quand on parle de fondation, c'est quand même comme une ASBEL. Vous ne C'est payez une pas alors. ASBL en réalité. Oui, oui, donc vous ne payez pas des taxes. Non, on paye les taxes qui sont liées au centre. Ah, ok. Pas, oui, pas liées à À nos la fondation. activités Donc, spécialisées. Non, non. les centres, c'est différent de la fondation. Oui, c'est Ah, différent. C'est mhm, différent. C'est comme deux structures différentes, mhm. mais le centre est constitué comme une ASBL aussi. Ah, ok. Mais puisque cela génère des revenus, C'est on doit revenu. payer nos impôts. Et nous payons les différents services de l'État, les services anti-incendie, services hygiène et tout. Il y a plusieurs taxes Il y en que a nous beaucoup, payons. hein. Il y en a beaucoup. Ouais, il y en a Vous n'êtes pas beaucoup. exonéré de quelque. Non, nous sommes dans les démarches pour pouvoir être Puisque quand on exonérés. parle d'une Ouais, fondation Bomoko qui sensibilise quand même les gens gratuitement, ouais, vous pouviez être exonéré aussi pour oui. certains services que vous rendez Mais à la, à il la, y à a la, aussi, à la population. Oui. oui, oui, il y a aussi des donateurs qui sont de plus en plus nombreux, qui nous soutiennent mensuellement, qui nous soutiennent pendant les campagnes.
Vous êtes considéré comme l'un de nos donateurs parce que vous nous donnez votre plateforme pour pouvoir parler de ce que nous faisons et Alors, généralement, à merci beaucoup, hein, à j'en prends chaque fois, acte. à chaque fois que je parle de mon combat, il ne manque jamais une ou deux personnes qui nous contactent par la suite et qui fait un don, que ce soit matériel, que ce soit financier, que ce soit même logistique, parce que lorsque nous allons vers les personnes, nous avons besoin que les portes nous soient ouvertes. Il y a des personnes qui sont propriétaires des écoles, qui sont des directeurs généraux dans les entreprises et qui nous ouvrent leurs portes. C'est une façon de nous donner accès aux personnes et aux malades, on va le dire comme ça, parce qu'on rencontre toujours des personnes qui ne se savaient pas malades, après qui se découvrent grâce à notre action de sensibilisation. Donc, c'est un tout. Moi, je ne suis pas de ceux qui désistent. Je suis très confiante en l'avenir et je sais que au bout de 8 ans de combat et de lutte acharnée, je sais que je suis déjà en train de voir le bout du tunnel et je sais que la porte des financements est déjà entrouverte et qu'elle le sera encore davantage Ça c'est avec dans... un peu de foi ou bien Non, de réalisme. de Nous sommes dans des réalisme. très bonnes discussions en ce moment. Oui, oui, Et je mais sais puisque que... justement dans le document que vous m'avez envoyé hein, de Bomoko, vous parlez Mhm. aussi de ce que nous attendons, donc ce que vous attendez de vos partenaires. C'est aussi une occasion hein, d'en parler maintenant, puisque bon, sur les documents, Oui, oui, peut-être, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le temps de lire. Hein, les exactement. gens, tout ce qui est écrit, ils lisent Très difficilement. difficilement, Alors, oui. ce que vous attendez de vos partenaires, c'est quoi? Moi, en tant que présidente de cette structure, j'attends de nos différents partenaires qui viendront de plusieurs secteurs, d'abord de prendre conscience que le cancer nous concerne tous, que c'est pas une maladie réservée à une catégorie de personnes, non. Parce que si on regarde très bien comment nous vivons aujourd'hui, on va dire que nous sommes, entre autres, candidats à faire cette maladie, à avoir cette maladie au moins une fois dans notre vie. Si c'est pas nous-mêmes, ce sera un proche. Et si c'est pas un proche, ce sera certainement quelqu'un que l'on connaît. La première des choses, c'est la prise de conscience. La deuxième, c'est de s'impliquer. Comment vous pouvez vous impliquer? De plusieurs manières. J'ai expliqué un peu comment nous fonctionnons. Si vous pensez que vous êtes plus dans la sensibilisation, c'est-à-dire vous pouvez nous assister avec les différents supports de communication comme les impressions, euh, la production des capsules vidéo, la mise en relation avec les entreprises, avec les écoles, avec les structures où nous pouvons aller toucher des nouvelles cibles. Vous êtes le bienvenu. Si plutôt vous êtes orienté corps médical, ça veut dire que vous êtes dans la formation du corps médical, donc infirmiers, médecins, tous ceux qui interviennent, les anesthésistes, les pharmaciens, au fait, tout ce qui est corps médical, vous êtes aussi le bienvenu. Si vous êtes en Europe et que vous avez la possibilité de pouvoir nous mettre en relation avec les hôpitaux, les centres pharmaceutiques, les centres médicaux qui peuvent nous équiper en matériel de dépistage, en traitement anticancéreux, vous êtes aussi le bienvenu. Nous allons vous fournir les documents qu'il faut. Ou si vous êtes plutôt dans les finances, vous ne voulez pas être dans la paperasse des discussions, vous voulez juste être un donateur, nous assister financièrement, vous êtes aussi le bienvenu. Donc, je dirais que toute aide est la bienvenue et nous vous attendons à bras ouverts et contactez-nous. Nous serons disponibles à discuter avec vous sur quelle manière vous voulez nous assister. Donc, il y a plusieurs manières de le faire, en tout cas. Oui. En tout cas, ça c'est magnifique et je crois que les partenaires sont en train de nous suivre et que ces messages ne tombent pas dans les oreilles des sourds, puisque c'est quand même important. Et puisqu'on parle des partenaires, puisqu'on parle, vous avez déjà parlé un peu de ce que vous faites, évidemment. Et si on doit parler spécifiquement des difficultés que vous rencontrez, que ce soit dans la Fondation Bomoko et dans ce que vous faites, sommairement, quelles sont les difficultés principales que vous rencontrez dans le travail, dans le bon travail que vous faites? Euh, L'une des plus grandes difficultés, c'est cette barrière un peu culturelle.
C'est-à-dire on est parfois buté aux personnes qui n'ont pas comme culture la prévention concernant les maladies. Et la population est très souvent assez réticente au message de cancer. On sait que c'est une maladie spirituelle, on sait que si on prie, on va guérir, alors qu'est-ce que vous nous ramenez? C'est une maladie des Blancs, on n'est pas du tout concerné. Donc ça, c'est d'abord une des plus grandes difficultés, ce manque de prise en compte de la maladie en tant que telle. Et ensuite, on a des défis logistiques. C'est qu'au niveau de Kinshasa, c'est déjà grand. La population est vaste. On ne sait pas se déplacer partout. On ne sait pas faire toutes les communes parce que voilà, on a des moyens limités. Mais même là où nous allons, et que voilà, par exemple, je donne un exemple très typique. On peut aller vers les mamans maraîchères. Après la sensibilisation, elles s'attendent à avoir un transport et elles s'attendent à manger. Donc, logistiquement parlant, ça nous freine un peu parce qu'on se dit, OK, on peut accepter une invitation, mais cela va nous demander des moyens financiers parce qu'on doit nourrir toutes ces personnes et on doit assurer leur transport. Donc, c'est pas juste venir parler et puis emmener les gens à se faire dépister sans des frais connexes. Alors, quand vous avez un partenaire financier, lui ne comprend pas un peu cette réalité qui nous est propre. Donc, lui, il finance que l'impression des supports de communication et il ne voit pas tout ce qui vient après. Et ensuite, le troisième défi, donc, c'est les finances. C'est que il nous faut de l'argent parce que mener ce combat sans argent, c'est au fait, c'est ne rien faire. Parce qu'une fois que vous vous sensibilisez, OK, il y a certains malades qui viennent, ils n'ont pas des moyens pour se faire dépister, il faudrait financer ça. Une fois qu'on découvre que c'est un cancer qui est très avancé, il faut au moins aider la famille financièrement à avoir accès à certains traitements. Et c'est pas du tout aisé. Et c'est vraiment au cas par cas. C'est pas comme la malaria où on sait que vous prenez un antipaludéen et c'est tout. Le cancer peut parfois toucher d'autres organes et peut un peu impliquer d'autres soins au-delà même de cette maladie-là. Donc, je dirais que c'est ça, c'est la culture, la logistique, les finances. Donc, voilà. Alors, le fait que vous voulez étendre vos activités au moins, vous avez dit, dans 10 provinces, dans le futur, je ne sais pas s'il faut appeler ça futur proche ou bien un projet à moyen terme. Vous aviez quand même aussi des objectifs qui allaient de 2025 à 2030. Je crois que ça fait partie des prochaines étapes de votre projet. Mais à part ça, vous rêvez de quoi encore comme projet? C'est toujours dans ce que vous faites là, puisqu'il ne faut jamais finir de rêver dans la vie. Vous avez fait, vous continuez, et peut-être avoir, je ne sais pas, qu'un centre se transforme en un grand hôpital ou quoi. Vous avez des rêves comme ça, de projets d'avenir, puisque là, déjà, vous faites mille et une choses. Bon, je ne parle pas seulement de la fondation, hein, je parle de vous maintenant, comme Madame Mélissa Charoufa. Et vous avez encore beaucoup de choses qui vous chatouillent dans la tête, des projets dans la vie. Oui, oui, projet dans la vie, oui. Je pense pas que je rêve de rester statique où je suis. Non, je me dis, j'aimerais bien évoluer dans ma carrière professionnelle. Sur le long terme, avec ma structure de vente de farine et de semoule, que l'on puisse avoir une minoterie, parce que je me dis qu'il y en a tellement très peu à Kinshasa, en RDC, qui appartiennent aux Congolais. C'est généralement les Indiens, les Libanais qui détiennent les plus grandes minoteries. Et nous en souffrons, nous, les locaux, parce qu'on dépend un peu de leur agenda. Par exemple, chaque fin d'année comme ça devient très difficile d'avoir de la production parce que justement ces minoteries qui appartiennent aux étrangers sont tellement occupées à produire pour revendre dans des entreprises publiques, dans les entreprises privées.
Au-delà de ça, au niveau de la fondation, oui, avoir un plus grand centre en termes de matériel, de dépistage de plusieurs maladies Avec les et capacités d'accueil. capacité d'accueil de plusieurs lits, parce que pour l'instant, on est à moins de 20 lits, c'est très peu. Mhm. Et pourquoi pas atteindre 50 lits et ouvrir des succursales aussi dans d'autres provinces. Je me dis aussi, au niveau politique, au niveau national, jouer un plus grand rôle, parce que c'est vrai que je porte ce plaidoyer depuis 8 ans et je dirais que j'ai contribué indirectement à la mise en œuvre du Centre national de lutte contre le cancer qui existe aujourd'hui depuis 2021, qui est opérationnel depuis 2021. C'est, c'est pour moi une fierté. Je me dis que je peux utiliser ma voix pour porter d'autres causes nationales avec la même énergie et voir des résultats qui resteront gravés, surtout pour nos générations futures. Donc, je vois vraiment un futur grand, ambitieux et avec des résultats concrets pour le bien-être de nos populations. Mhm. Oui, j'ai sauté un peu, disons, j'ai oublié de vous poser la question, puisque ce que vous faites, c'est quand même pour le bien de la population. Quel rapport vous avez alors avec le ministère de la Santé, ou disons avec l'État en général, puisque ce que vous faites, c'est quand même pour le bien de la foi des gens. Vous parlez déjà de votre centre qui est plutôt un centre normal qui génère de l'argent, donc vous payez les impôts, ainsi de suite. Mais l'histoire de la fondation, c'est quand même important. Vous ne recevez pas d'aide, par exemple, du gouvernement? Bon, avec les Euh, exonérations, par exemple, ce sera déjà une sorte d'aide. En termes d'exonération, nous sommes encore en pourparlers. Je pense que d'ici l'année prochaine, ce sera effectif. Mais sinon, la relation que nous entretenons avec le gouvernement est, je dirais, elle est bonne, pas très bonne. Elle n'est pas mauvaise, elle est bonne dans le sens où nous informons notre autorité de tutelle à travers des courriers de nos activités. Nous informons la primature, nous informons la présidence, nous informons le ministère de tutelle qui est le ministère de la Santé. Et avec le ministère des Finances particulièrement, nous menons un plaidoyer politique pour pouvoir pousser le gouvernement à payer la contrepartie du partenariat avec Roche. Parce que comme je l'ai dit un peu plus tôt, Roche RDC fournit à différents centres des matériels de dépistage et des médicaments anticancéreux, mais cela se fait avec une contrepartie du gouvernement. Alors, nous, en tant que structure de lutte contre le cancer, nous travaillons avec d'autres structures pour pouvoir mener un plaidoyer politique pour que le paiement soit Mhm. fait à temps, parce que les médicaments, enfin les patients dépendent de ce paiement indirectement. Donc, je Mhm. dirais qu'on entretient des relations bonnes, mais j'ai pour ambition que cela soit des relations très bonnes d'ici l'année prochaine pour que l'État finance les structures comme la nôtre, parce que c'est nous qui sommes en fait sur terrain. C'est vrai que le ministère de la Santé est là, mais le ministère ne peut pas tout faire. Le ministère est notre autorité de tutelle. Les structures de mise en œuvre sur terrain sont les associations, sont les différents centres aussi qui sont gérés par le dit ministère. Donc voilà, je pense que c'est évolutif et avec le temps, ça ira beaucoup mieux. Mhm, mhm. Alors, maintenant, je vous prends un peu de manière globale. Donc, Madame Mélissa Charoufa Amissi, pas seulement la fondation et ce que vous faites, quand Mhm. vous voyez ce que vous avez déjà réalisé et ce que vous allez réaliser, et quand vous regardez aussi, disons, parlons de la jeunesse de la République démocratique du Congo, qui n'ont pas peut-être le courage d'entreprendre beaucoup de choses comme vous faites, puisque vous, là, vous avez touché un peu à tout. Vous êtes dans l'agriculture, production de maïs. Et pourquoi d'abord vous avez, bon, ça c'est une parenthèse, pourquoi vous avez choisi seulement le maïs? Vous avez mangé, vous voulez manger, vous aimez bien manger le foufou de maïs ou quoi? Mais alors, quel conseil quand vous voyez la jeunesse d'aujourd'hui, un peu comment certains galèrent, quel conseil vous pouvez leur prodiguer?
Le conseil que je peux prodiguer, c'est la vision n'attend pas de réunir tous les moyens avant de se matérialiser. Vous pouvez avoir une vision et, et mourir avec. En réalité, si vous ne prenez pas, si vous ne faites pas le pas de commencer ce à quoi vous aspirez, c'est que je dirais, au-delà d'avoir une vision, il faut avoir le courage de commencer même sans moyens. Moi, je l'ai dit au début, j'ai commencé dès le moment où j'en ai parlé à une personne de confiance, à l'occurrence ma mère, qui, en me posant des questions, a stimulé en moi, au fait, cette recherche de solutions. Parce que je ne crois pas que lorsque vous êtes animé d'une vision ou lorsque vous aspirez à faire quelque chose, vous allez juste vous limiter à rêver et à vous dire, à ne voir que le côté négatif. J'ai pas d'argent, j'ai pas de financement, j'ai pas de ceci, j'ai pas les personnes qu'il faut. Je pense que le premier pas est le plus difficile à faire et lorsqu'on a cette âme porteuse de cet idéal, parce que pour mon cas, c'est un idéal que j'ai commencé avec les maigres moyens, avec des amis à côté, mais au moins nous avons commencé et aujourd'hui nous avons l'avantage d'avoir les réseaux sociaux qui ne nécessitent pas forcément d'avoir tous les moyens financiers réunis avant de débuter une initiative. Donc je dirais, faites avec les moyens du bord, commencez, parlez-en. Vous serez surpris de voir que vous aviez autour de vous toutes les ressources, certes endormies, mais que vous pouvez activer juste par votre courage. Et les financements, l'accompagnement viennent lorsqu'il y a déjà une vision, un plan déjà tracé et ce courage de porter un projet, bien qu'il n'ait pas encore officiellement vu le jour. Donc, il faut commencer. Et c'est même pas un message qui s'adresse uniquement aux jeunes, parce que même les plus âgés, ceux qui ne sont plus, ceux qui ne sont plus jeunes, sont aussi candidats à l'entrepreneuriat, qu'il soit social ou entrepreneuriat des affaires. C'est qu'on n'a qu'une seule vie et vous pouvez commencer une initiative à 50 ans et en être fier. Et parce que vous ne savez pas quelle empreinte vous allez laisser dans le monde. Donc, ne mourrez pas avec vos rêves et avec votre vision, parce que je crois que chacun de nous est une réponse à un problème de l'humanité. Voilà, oh, merci beaucoup. Hein. Ça, c'est édifiant ce que vous dites là. Vous dites là. Alors, il y a des gens Merci. qui nous suivent évidemment. Il y a quelqu'un qui, non, quelqu'un, c'est une femme hein, qui vous suit depuis le Canada, Georgine Naleketad, que je connais, puisque elle nous suit souvent. C'est une petite sœur que j'aime bien, que je connais aussi. Elle dit ceci, vous pouvez lire, non? Vous arrivez à lire ce Oui, qu'elle je a écrit? vois. Voilà, Oui, vous êtes une fierté pour la RDC. Continuez à être une inspiration. C'est très gentil. Merci beaucoup. voilà, ça c'est voilà que vous êtes suivi depuis Merci beaucoup. le Canada. Alors, vous utilisez aussi le miroir Oui, chaque jour, hein, et même dans votre sac, il y a un petit miroir, je crois. comme toute femme, oui. Ah, et voilà, et voilà. Alors maintenant, puisque nous allons déjà essayer de ne pas vous prendre beaucoup de temps, vous devez préparer votre journée de demain comme une grande entrepreneur ou entrepreneuse, les deux se disent, pour préparer la journée. Donc, on a déjà presque passé 1 heure et ça passe vraiment vite. J'aurais voulu, si toute l'équipe était là aujourd'hui, on allait encore un peu prolonger. Je voudrais vous laisser seul devant l'écran afin que vous puissiez alors vous mettre devant le miroir, puisque vous avez dit toute femme hein, adore le miroir. Mais ici, c'est Madame Mélissa Charoufa ici qui va parler à Madame Mélissa Charoufa, à la troisième personne, sur 3 aspects. Hein. Le miroir, chez nous, c'est toujours 3 aspects. Euh, le premier aspect, c'est les qualités de Madame Charoufa. Deuxième aspect, les défauts de Madame Charoufa.
Et le Mhm. dernier aspect, c'est les conseils que Madame Charoufa va donner à Madame Charoufa. Alors, ça, c'est pour le miroir. Mais je fais quand même parvenir à une question de notre membre, l'autre présentatrice qui n'est pas là, Madame Patricia Temouni, qui aime bien poser cette question aux gens. Si vous étiez une citation, Madame Charoufa, vous seriez laquelle? Wow. OK. Donc, vous avez dit que je commence par parler des qualités Non, de non, Madame non. D'abord, Charoufa. je fais parvenir La une citation, question des membres de Dialogue avec qui n'est pas là aujourd'hui, mais je pose d'abord OK. sa question. Si vous étiez une citation, vous seriez laquelle? Je risque de parler d'une citation que j'aime bien donner, mais qu'est-ce que je dirais? Ah, je dirais, croyez en vos rêves, investissez en vous-même, car vous êtes une réponse à un problème de l'humanité. Ah, ça c'est profond. Voilà, Oui. maintenant vous avez compris le miroir, on va vous laisser seul. Et après le miroir, en fait, vous êtes seul, hein, et personne ne posera même de questions. Qualité, défaut, conseil. Défaut, Alors, conseil, on vous d'accord. écoute. Je dirais que Charoufa a un grand cœur. Elle est généreuse, une personne qui est très sensible, parce que je pense que on n'en fait plus beaucoup comme elle. Un cœur très généreux et sensible, euh, ambitieuse, qui croit en l'homme, en l'humanité et qui inspire. Au fait, je pense que Charoufa, c'est une personne qui inspire et qui est une personne gentille aussi. Parmi ses défauts, je dirais que c'est une personne qui est assez colérique, parfois très peu patiente. Donc elle est vraiment pas vraiment patiente, hem, parfois très impulsive. Je pense que c'est dû à sa sensibilité, donc réagir parfois à chaud, mais également, qui peut se décourager lorsque les choses ne vont pas de la manière dont elle avait planifié au départ. Donc je pense que ça peut être un défaut. Comme conseil, je dirais à Charoufa de faire confiance au temps, comme elle a l'habitude de conseiller ça aux gens, de prendre le temps de parfois analyser, de relativiser certaines circonstances parce que on est dans le monde et que tout le monde est soumis à la nature de la même manière. Il pleut, il fait beau. Donc, il y a des moments difficiles, il y a des bons moments. Il faut tenir bon. Je lui donnerai aussi le conseil de ne pas laisser les personnes ingrates changer son cœur et de garder ce cœur généreux et cette personnalité forte et gentille, même quand les personnes en face ne le sont pas. Voilà. Je ne vous dirai pas merci puisque le miroir, vous étiez seul, donc personne ne vous a suivi. Oui. Voilà. Alors, c'est le moment de vous donner le mot de la fin après tous ces dialogues que nous avons eus ensemble. Si vous Mhm. pouvez ramasser un peu tout pour le dire à nos téléspectateurs et, et aussi peut-être qu'il y a certaines choses qui ne sont pas ressorties de mes questions. Alors, on vous donne l'opportunité maintenant comme mot de la fin, Madame Charoufa. Merci encore une fois de m'avoir suivi. Merci pour cette opportunité de m'avoir reçu chez vous. Mon nom est Charouf Amissi. Je pense que vous n'avez pas terminé de l'écouter. Je lutte contre le cancer parce que c'est une cause qui me tient à cœur. Et ce que je peux vous laisser comme mot, c'est que impliquez-vous dans ce combat, pas uniquement à travers la Fondation Bomoko que je préside, mais également dans votre quotidien. Parlez de cette maladie à vos proches,
surtout ceux qui sont déjà assez âgés et qui n'ont pas l'occasion de m'écouter ou de voir leur médecin lorsque tout va bien. Le cancer peut être évité et mon souhait est que vous ne puissiez pas avoir des proches ou vous-même voir des proches ou vous-même en souffrir. Au-delà de ça, si vous avez une cause qui vous tient à cœur, elle peut être sociale, elle peut être plutôt tournée vers les affaires. Lancez-vous parce que nous n'avons qu'une seule vie et c'est l'opportunité que le bon Dieu nous donne pour pouvoir impacter ce monde. N'oubliez pas que nous ne vivons pas que pour nous-mêmes. Nous portons en nous des générations futures. Nous portons en nous parfois les espoirs des personnes dont on ne pouvait pas imaginer un jour espérer en nous et qui nous regardent. Comme je le dis souvent, nous avons une majorité silencieuse qui nous observe et qui nous apprécie de loin. Tâchons de faire beaucoup de bien et tâchons de marquer ce monde positivement autant que possible. Donc, c'est cela le mot de la fin. Et En tout cas, merci. un grand merci à vous, Madame Echaroufa, d'avoir accepté notre invitation pour participer à ce dialogue avec. J'espère et j'ose croire que ce n'est pas la dernière fois que vous passerez dans le dialogue avec. Donc, si vous avez besoin de sensibiliser les gens, n'hésitez pas à nous contacter pour le faire. C'est vraiment un grand plaisir d'avoir passé ce temps à découvrir ce que vous faites. Moi, je pensais seulement que c'était seulement la lutte contre le cancer ou la Fondation Bomoko, mais vous êtes multidimensionnel et ça, c'est important dans notre monde d'aujourd'hui. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis à travers nos différentes plateformes et notamment sur YouTube, et Facebook et Instagram. Demain, vous allez suivre au cours de la journée la rediffusion de cette émission et que vous pouvez aussi retrouver sur notre chaîne YouTube. Et un grand plaisir à vous tous qui nous avez suivis. Une bonne soirée pour ceux qui sont dans le même fuseau horaire que nous et une bonne continuité de la journée pour les autres. Et nous allons avoir le plaisir d'être encore avec vous mardi prochain pour une édition d'AR spéciale mardi prochain. Et puis aussi le vendredi, c'est sûr que nous aurons encore un rendez-vous avec vous. C'était un grand plaisir d'avoir invité pour vous, pour les téléspectateurs, Madame Charoufa. Je pense que vous êtes content de l'avoir reçu. Peut-être je pourrais lui poser la question si jamais quelqu'un qui a suivi l'émission voudrait vous contacter, email ou quelque chose comme ça, ou quelqu'un même un partenaire qui peut se soucier. Oui, je suis très réactive sur mon compte X, donc il suffit juste de m'écrire là et on prendra contact. Ok, merci beaucoup encore une fois. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, comme je l'ai dit, pour ceux qui sont dans le même fuseau horaire que chez nous, et pour les autres, une bonne continuité de la soirée. Et nous nous retrouvons très prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Au revoir.